Bonjour à tous, bienvenue à cette restitution du baromètre Admical spécial Nouvelle-Aquitaine. Je suis Marion Baudin, je suis responsable de la promotion du mécénat et du développement régional pour Admical. Alors, initialement, dans un monde idéal, on aurait voulu faire cette restitution à la Cité du Vin en présentiel, tous ensemble. Ça devait être un événement pour réunir la communauté du mécénat à Bordeaux. Mais bon, évidemment, au vu des annonces gouvernementales et des dernières mesures, on a préféré passer au format visioconférence. On est néanmoins très content d'être tous avec vous pour ce moment d'échange sur le mécénat en Nouvelle-Aquitaine et comment s'engager pour son territoire. Alors, je voulais en profiter pour remercier les partenaires de cet événement qui nous ont aidés de près ou de loin à construire ce moment. Je vais les citer, la Cité du Vin, Pro Bono Lab, EY, Bordeaux Métropole, le Club des entreprises de Bordeaux, Bordeaux Mécènes Solidaires, la Fondation de France Sud-Ouest et l'AFF. Merci beaucoup à tous de nous avoir aidés. Alors, pour ce qui est de cette rencontre, on va commencer, il y aura deux temps. Un premier temps de restitution des chiffres du baromètre Admical 2020. On fera aussi un petit focus sur le mécénat de compétences avec Marjorie Pérez et un focus sur les chiffres qui vous intéressent en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on aura aussi un temps d'échange et de présentation avec des acteurs engagés dans le mécénat dans la région. Et puis, un dernier temps d'échange questions-réponses avec le public. Donc, il y aura une modération. Vous pouvez parler dans le chat qui sera modéré par Clara Lemaudier. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions qui seront prises en fin de session. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire une petite présentation d'Admical pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Admical, c'est un réseau d'entrepreneurs et d'entreprises engagées depuis 40 ans. On a deux missions fondamentales. La première, c'est de donner l'envie de faire du mécénat à des nouvelles entreprises. On fait ça par de l'information, de la sensibilisation. Peut-être que certains d'entre vous avaient eu l'occasion de participer au Tour de France des mécènes qui était passé à Bordeaux en octobre 2017. Ça remonte un petit peu. Et puis, donc, notre deuxième grande mission, une fois qu'on a donné l'envie, c'est de donner les moyens aux acteurs du mécénat de professionnaliser leur démarche. Et donc, ça, on le fait à travers de la formation, du conseil juridique, un événement, des événements qu'on organise un peu partout, puis de la mise en réseau de nos adhérents. Et puis, la troisième mission qui chapeaute un peu ces deux premières, c'est vraiment notre mission de représentation, de représentation du secteur et de défense du secteur auprès des pouvoirs publics. Et puis peut-être un petit mot sur notre place dans les territoires, puisque pendant longtemps, Admical a été un réseau plutôt parisien, plutôt près des grandes entreprises. Mais on a une conviction profonde aujourd'hui, c'est que l'avenir du mécénat, il est dans les régions, au plus près aussi des TPE, des PME, des ETI, qui sont de plus en plus nombreuses à s'engager. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé un grand réseau de bénévoles et de délégués régionaux dont font partie Fabienne et Maëva, que je remercie de s'être engagées pour cette restitution en Nouvelle-Aquitaine. On vous présentera, elles pourront parler tout à l'heure, elles se présenteront aussi. Voilà un petit mot sur Admical et qui on est. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet en vous présentant les grands chiffres du baromètre. Alors, ce baromètre, qu'est-ce que c'est? C'est une étude qu'on fait tous les 2 ans à Admical pour mesurer l'évolution du mécénat en France. Alors, la méthodologie, elle repose sur 2 sources d'informations principales. La première, c'est des chiffres que nous donne Bercy. Les plus récents datent de 2018. Malheureusement, on n'a pas de chiffres plus récents. Et donc, c'est vraiment le nombre d'entreprises qui déclarent leurs dons en France. Et ça nous permet d'avoir donc une estimation du taux d'entreprise mécène et du montant du mécénat en France. Et puis, une deuxième source d'information, c'est une enquête qu'on fait avec un institut de sondage. Cette année, c'était avec l'IFOP. C'est une enquête téléphonique qui nous permet d'avoir des détails sur comment les entreprises mécènes pratiquent leurs opérations de mécénat. Et donc, cette année, cette enquête téléphonique, elle a été faite auprès de plus de 1400 entreprises en France. Alors, je ne vais pas vous asséner de chiffres, quelques-uns quand même sur les grandes masses du mécénat. On peut voir que le mécénat, il est en constante évolution depuis 2010. Il évolue tous les ans très positivement. Donc, en 2018, on voit qu'il y avait 96 000 entreprises qui avaient déclaré leurs dons pour un montant de 2 milliards d'euros. Mais donc, nous, à Admical, on sait qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises mécènes qui ne déclarent pas leurs dons, soit parce qu'elles n'ont pas la connaissance, soit parce qu'elles ne veulent pas perdre du temps, soit parce qu'elles ne sont pas intéressées par le levier fiscal. Et donc, on estime au total qu'il y a 9% d'entreprises mécènes en France pour un montant global compris entre 3 et 3,6 milliards d'euros. Et donc, on peut voir qu'entre 2017 et 2018, il y a quand même 12 000 entreprises supplémentaires qui ont déclaré des dons. Donc, on voit que la courbe évolue positivement et que le mécénat continue de progresser en France. Donc, c'est toujours une bonne nouvelle. Alors, qui sont ces entreprises mécènes?
Vous le voyez à l'écran, la grande majorité des entreprises, ce sont des TPE et des PME. Mais c'est normal puisque l'ensemble du tissu français est constitué de TPE et de PME. Les grandes entreprises ne représentent que 0,3% des entreprises mécènes en France. Mais quand on regarde le camembert de droite, qui représente le budget, évidemment, le ratio s'inverse. C'est 0,3% de grandes entreprises mécènes en France. Elles pèsent pour 53% du budget. Donc, c'est elles qui sont vraiment les locomotives du secteur en termes de budget. Les PME, elles représentent seulement 18% du budget, les ETI 23% du budget et les TPE 5%. On voit aussi en bas le don médian. Donc, on voit qu'il n'y a vraiment pas… On peut être une mécène à partir de n'importe quel montant. Une TPE va donner a priori environ 800 € par an. Une PME, 4 000 €. Une ETI, environ 40 000 €. Et une grande entreprise, ça peut aller… c'est environ 850 000, ça peut aller jusqu'à plusieurs millions. Un tableau qui me semblait intéressant de vous montrer, c'est vraiment le taux d'entreprise mécène par taille de l'entreprise. Donc, MIC, c'est l'abréviation aussi pour TPE. On voit qu'il y a seulement 3,3% d'entreprises de TPE qui sont mécènes aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une grosse marge de progression au niveau des TPE. Les PME, il y en a quand même 22%, une sur 5, plus d'une sur 5 qui sont mécènes aujourd'hui, en tout cas qui déclarent leurs dons. Donc, on peut même penser qu'il y en a plus qui sont mécènes. Les ETI, on approche des 50%, 46% d'entreprises de taille intermédiaire qui déclarent leurs dons. Et puis les grandes entreprises, on le voit, c'est vraiment une pratique qui est ancrée chez les grandes entreprises. Plus de 80% des grandes entreprises qui font du mécénat. Et là, on voit que dans toutes les catégories, ça progresse par rapport à 2016. Donc, c'est quand même très positif. On voit que dans toutes les catégories et tailles d'entreprises, elles sont de plus en plus nombreuses à faire du mécénat et à déclarer leurs dons. Alors, qu'en est-il des pratiques de ces mécènes ? Vous le voyez, les secteurs qui sont les plus soutenus en termes de budget, c'est vraiment le social, la culture et l'éducation qui sont les trois prioritaires, même si on voit que le sport pèse aussi pour 15% du budget. C'est vraiment une progression puisque le sport historiquement était prisé par de nombreuses entreprises, notamment des petites entreprises, mais représentait assez peu en termes de budget. Là, il fait un bond assez conséquent en termes de budget. La santé est seulement à 14%, mais on peut penser que dans le prochain baromètre amical, elle aura fait probablement un bond significatif dû à toutes les mesures et à tout ce que font les mécènes aujourd'hui dans le secteur de la santé. Puis ce qui est intéressant de voir, c'est que l'environnement ne représente que 7%, ce qui est assez étonnant au vu des enjeux. Et puis voilà, ensuite, il y a les trois derniers secteurs, solidarité internationale, recherche, enseignement supérieur et défense des droits qui sont encore assez délaissés par les mécènes. Alors, comment on pratique le mécénat aujourd'hui ? C'est vraiment le mécénat financier qui est toujours très majoritaire, qui pèse pour plus de 78% du budget du mécénat, mais le mécénat de compétences et le mécénat en nature continuent d'augmenter. On le verra tout à l'heure avec Marjorie de Pro Bono Lab qui nous fera un petit focus sur le mécénat de compétences. C'est vraiment quelque chose qui a le vent en poupe et qui séduit de plus en plus d'entreprises mécènes. Quelque chose qui va vous intéresser sûrement, c'est vraiment comment on pratique les mécènes en termes d'échelle. Là, c'est vraiment l'échelle locale et régionale qui est prisée par les mécènes. Les mécènes ont besoin de voir concrètement les actions qu'ils mènent et les actions qu'ils soutiennent sur leur territoire. Donc, pour les porteurs de projets qui nous écoutent, sachez que ça peut être bien d'aller voir les entreprises près de chez vous, puisqu'elles sont 80% à avoir envie de soutenir des actions locales. Et puis, on a quand même demandé aux entreprises de nous dire pourquoi, quels étaient les grands moteurs qui les poussaient à devenir mécènes. La première raison qui arrive, c'est contribuer à l'intérêt général. La deuxième qu'ils nous disent, c'est vraiment exprimer, incarner les valeurs de l'entreprise. Et puis, la troisième, c'est soutenir l'innovation sociale. Il y a d'autres moteurs comme l'ancrage local qui est vraiment très important, le levier RH aussi qui revient souvent, la valorisation de l'image de l'entreprise et puis la volonté de nouer des nouveaux partenariats et des nouvelles relations avec des partenaires. C'est globalement les principaux moteurs qui sont cités par ces mécènes. Alors, je vais laisser la parole à Marjorie qui va nous faire un petit point sur le mécénat de compétences et puis je reprendrai la parole pour vous faire un point sur la Nouvelle-Aquitaine. Marjorie, c'est à toi. Bonjour à tous, normalement on m'entend bien. Donc moi je suis Marjorie Perret, je suis directrice de la nouvelle antenne sud-ouest de Pro Bono Lab, donc qui a été créée avec mon arrivée en août dernier et qui est basée à Bordeaux. Donc voilà, on est arrivé récemment. Donc le mécénat de compétences, petit rappel sur la définition,
C'est le prêt de collaborateurs, enfin, la mise à disposition de collaborateurs sur leur temps de travail par une entreprise auprès d'associations, de structures à finalité sociale, contrairement au bénévolat de compétences qui se déroule en dehors du temps de travail, donc week-end, vacances, jours fériés et autres. Et nous, on regroupe tout ça en France sous le terme de pro bono. Le pro bono regroupe le mécénat de compétences et le bénévolat de compétences, c'est-à-dire l'engagement par le partage de compétences de manière générale. Marion, tu peux Pardon, excuse-moi. avancer si tu veux. Donc aujourd'hui, on se rend compte que, contrairement à il y a quelques années, de plus en plus, le mécénat de compétences est quelque chose qui se démocratise. Pendant longtemps, c'est resté l'apanage des grandes entreprises franciliennes. Aujourd'hui, on a quand même 18% de PME et 22% de TI qui le pratiquent également parmi les entreprises qui sont mécènes. Et on a pratiquement autant d'entreprises d'Île-de-France francilienne que de provinces qui ont recours à ce dispositif. Donc, on se rend compte que c'est vraiment une pratique qui est en train de s'ancrer dans les mœurs des entreprises et de se démocratiser. Également, on voit que c'est une pratique donc, qui est assez récente. Ça fait vraiment 1 an, 2 ans que les entreprises s'emparent de ce dispositif. Alors, on a quand même pratiquement 30% des entreprises qui le pratiquent depuis plus de 5 ans. Donc là, on est essentiellement sur les grandes entreprises qui se sont lancées dans ces initiatives il y a quelques années, mais qui ont maintenu le dispositif, donc ce qui prouve qu'il se trouve quand même un intérêt. Mais une grande partie aussi, donc un tiers, le pratique depuis 1 an ou moins. Donc, on se rend compte, ça nous confirme que c'est vraiment une pratique assez récente, mais dont les tendances sont à l'augmentation sur les 2 dernières années. Les raisons pour lesquelles les entreprises pratiquent le mécénat de compétences sont essentiellement de 3 ordres. Améliorer l'expérience collaborateur, favoriser la cohésion d'équipe en interne, notamment par des formats de mécénat de compétences qui sont collectifs, en petits groupes, en binôme, trinôme. Également pour soutenir et également pour favoriser, pour développer les compétences des collaborateurs, les valoriser, en les mettant en situation de travailler pour des structures auprès desquelles elles n'ont pas l'habitude de travailler, des associations et sur des problématiques qui ne sont pas forcément leurs problématiques cœur de métier. Également pour soutenir les projets, encourager l'innovation sociale. Donc, on ne peut pas négliger à 35% la dimension tout de même altruiste de ces entreprises et des raisons pour lesquelles elles s'engagent auprès des associations et le plus souvent des associations locales, comme l'a évoqué Marion plus tôt. Et également avec une dimension d'attractivité et de fidélisation de leurs collaborateurs pour les rendre plus fiers de leur entreprise. Enfin, on se rend compte que la forme la plus courante de mécénat de compétences est celle qui mobilise les compétences des collaborateurs sur plusieurs jours, donc le plus souvent entre 2 jours et 5 jours. Ce qu'on appelle les compétences des collaborateurs, ce ne sont pas forcément des compétences techniques, métiers, ça peut aussi faire appel aux compétences douces, les fameuses soft skills en anglais, aux compétences comportementales telles que la créativité, l'empathie, l'adaptabilité. Ça fait aussi partie des compétences, même si on n'est pas sur la compétence dure, pure, liée au cœur de métier du collaborateur. Donc, c'est l'un des formats, c'est le format principal d'engagement, 56%, devant les journées solidaires. Donc, aller, par exemple, ramasser des déchets sur les plages. Nous, on ne fait pas rentrer ça dans le mécénat de compétences, parce que ça ne fait pas forcément appel à des compétences spécifiques, quoique ça pourrait se discuter, mais nous, en tout cas, on ne pratique pas ce type de mécénat, d'engagement chez Pro Bono Lab, mais on se rend compte, c'est vrai que quasiment une entreprise sur 2, il y a également recours. Et souvent, elles ont recours aux 2, en fait. Celles qui font des journées solidaires ont aussi recours au mécénat de compétences pures. Voilà pour le petit panorama mécénat de compétences. Super, merci beaucoup Marjorie pour ce petit éclairage sur le mécénat de compétences. Je vais repasser du coup sur un focus sur la Nouvelle-Aquitaine, les chiffres qui vous intéressent. Alors, c'est vraiment des chiffres qui sont issus de Bercy, donc c'est vraiment sur le taux de mécénat et le montant des dons déclarés. On n'aura pas de précision sur les pratiques des mécènes parce que ça nous coûterait vraiment extrêmement cher de faire une étude précise sur chaque territoire et de faire des enquêtes téléphoniques. Donc, pour le moment, on a juste le taux de mécénat et les chiffres principaux. Alors, on peut découper ça par ex-région. Donc, on voit qu'en Aquitaine, en 2018, il y a 6430 entreprises qui ont déclaré des dons. Ça représente 6,7% des entreprises mécènes en France.
et elles ont déclaré des dons à hauteur de 46 milliards d'euros, donc millions d'euros, pardon, pas milliards, billions, avec un don moyen qui est d'environ 7 215 euros. Et on voit qu'il y a une progression qui est vraiment très positive entre 2010 et 2018, puisque le nombre d'entreprises a été multiplié par 4 et les dons déclarés ont été multipliés par 3,4. Donc voilà, une dynamique très positive en Aquitaine. Si on regarde chez les voisins dans le Limousin, en 2018, évidemment, il y a quand même moins d'entreprises qui déclarent des dons, 823 entreprises, c'est normal, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup moins d'entreprises dans le Limousin, à hauteur de 8 millions d'euros de dons déclarés. Et le don moyen, là, il est quand même supérieur à l'Aquitaine, il est de 9 676 euros. Voilà, donc des limousines qui sont globalement un peu plus généreuses que les entreprises aquitaines. Et pareil, on voit qu'il y a une très bonne dynamique depuis 2010 avec le nombre d'entreprises qui a été multiplié par 3,4 et les dons par 3,5. Et en Poitou-Charentes, 3 361 entreprises qui ont déclaré des dons en 2018 pour un montant de 41 millions. C'est bien aussi. Et là, on le voit, le don moyen est significativement plus important. Les entreprises en Poitou-Charentes donnent en moyenne 12 400 euros. Et elles sont plus nombreuses aussi. Il y a vraiment 7,1% des entreprises de Poitou-Charentes qui sont mécènes. Donc, dans la Nouvelle-Aquitaine, c'est le Poitou-Charentes qui a l'air d'être plutôt plus dynamique que ses voisines. Si on regarde sur l'ensemble de la France, le tableau de gauche, c'est vraiment en nombre d'entreprises mécènes et le tableau de droite, c'est en poids dans le budget. Donc, on voit que l'Aquitaine arrive en 4e position pour le nombre d'entreprises mécènes. Poitou-Charentes est un peu plus loin, au 10e rang. Et puis le Limousin plutôt dans le bas du tableau. Et puis si on regarde le tableau de droite, et donc c'est vraiment le poids du budget. Donc on voit que l'Île-de-France, évidemment, porte plus de la moitié du budget du mécénat en France. C'est normal puisque la majorité des entreprises sont situées en Île-de-France, notamment les grandes entreprises qui ont des budgets très conséquents en termes de mécénat. Ensuite, on voit qu'il y a Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Bretagne, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis l'Aquitaine arrive là en 7e rang sur le budget, suivi de près par Poitou-Charentes qui est au 10e rang, et puis le Limousin qui est toujours plutôt dans le bas du tableau. Et quand on regarde sur les dons moyens, là, pour le coup, c'est assez significatif. On voit que Poitou-Charentes est assez haut dans le tableau et donc est plutôt une des régions où il y a des ex-régions où il y a les dons moyens les plus élevés en France. Limousin aussi est plutôt dans le milieu de tableau. Et là, l'Aquitaine arrive plutôt en bas. On voit que c'est une des ex-régions où le don moyen est le plus faible en France. Je voulais vous partager cette carte qui est assez significative aussi. C'est vraiment, donc là, pour le coup, on repart sur la grande région. Et donc, c'est le taux de mécénat. Donc, c'est vraiment le taux d'entreprises qui ont déclaré des dons sur l'ensemble des entreprises présentes dans ces nouvelles régions. Et donc là, on voit vraiment que Pays de la Loire se détache avec 9,5% d'entreprises mécènes en Pays de la Loire. C'est historique, hein, les Pays de la Loire ont toujours été quand même assez pionniers et assez champions en termes de mécénat. La Bretagne aussi arrive en 2e avec 7%. Ensuite, on voit le Centre-Val de Loire, 6,5%. Et puis, la Nouvelle-Aquitaine arrive en 4e place, ex aequo avec la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, bon, on est plutôt dans un territoire qui se porte bien par rapport à ses voisins. Mais on voit quand même qu'il y a un énorme taux, une énorme marge de progression, puisqu'il n'y a quand même que 6% d'entreprises qui font du mécénat, ou en tout cas qui déclarent leurs dons. Donc, on peut espérer qu'il y a un peu plus d'entreprises mécènes, mais ça reste quand même assez minoritaire et on peut vraiment aller faire de la pédagogie, aller encourager les entreprises à s'engager encore plus. Alors, je voulais vous faire quelques petits mots en conclusion sur les perspectives qu'on observe. C'est vrai que dans ce baromètre, on a vu que l'approche collective du mécénat, elle s'installe de plus en plus dans les habitudes des mécènes. Alors, c'est plutôt les grandes entreprises qui ont l'habitude de collaborer ensemble, mais on le voit, les petites entreprises se mettent aussi ensemble pour avoir un impact de plus en plus fort sur leur territoire. On le voit avec de nombreux collectifs de mécènes qui se développent et ça a été confirmé dans le baromètre. Donc, l'approche collective qui s'installe vraiment dans les habitudes des mécènes. Peut-être un mot sur la réforme fiscale. Je ne sais pas si tout le monde a suivi ce qui s'est passé en termes de réforme de la loi Aillagon, qui est la loi de 2003 qui a été fondamentale en France pour le développement du mécénat. En 2019, cette loi a été revue avec 2 grandes mesures. Une mesure qui visait à limiter les avantages fiscaux pour les grandes entreprises qui ont vu leur taux de réduction de leur impôt réduit de 60 à 40% pour les dons supérieurs à 2 millions d'euros. Mais cette mesure a été compensée par une mesure très positive pour les petites et moyennes entreprises qui parfois étaient limitées dans leur
dans leur mécénat à 0,5% de leur chiffre d'affaires. Là, il y a un montant de 20 000 euros qui a été mis en place pour permettre, quel que soit le chiffre d'affaires de l'entreprise, de pouvoir bénéficier de la réduction fiscale jusqu'à 20 000 euros de dons par an. Donc, sachez-le, maintenant, les petites et moyennes entreprises, vous n'avez plus à vous préoccuper trop de votre chiffre d'affaires. Vous pouvez faire des dons jusqu'à 20 000 euros. Et donc, pour les porteurs de projets, ça peut être aussi une très bonne mesure. Et donc, cette réforme fiscale, il y a quand même une entreprise sur 4 qui dit qu'elle a été impactée par cette réforme et que ça va modifier son comportement en termes d'opération de mécénat. Et puis évidemment, ce qui va impacter aussi le comportement des mécènes, c'est l'impact de la crise sanitaire. Alors, on a fait une étude à Amical en juin 2020, pardon, au sortir du premier confinement. Cette étude, elle a été faite à chaud sur l'ensemble de nos adhérents, qui sont plutôt des grandes entreprises pour l'instant. Elle nous a montré que les mécènes se sont mobilisés très fortement pendant la crise. Ils ont débloqué des budgets supplémentaires, ils ont continué à soutenir leurs associations, leurs bénéficiaires traditionnels. L'incertitude, elle pèse plus sur les PME. Comment vont-elles réagir? On sent quand même qu'il y a des chiffres positifs dans la dernière étude du baromètre, puisqu'il y a quand même 72% des entreprises qui nous disent qu'elles vont maintenir leur budget mécénat. Il y a même 10% des entreprises qui disent qu'elles vont augmenter leur budget mécénat. Donc, c'est plutôt des chiffres encourageants. Mais évidemment, avec la crise économique, on ne peut vraiment pas faire de prédictions. Et notamment, les entreprises qui ont été les plus impactées, on peut suspecter qu'elles vont avoir un léger recul face au mécénat, puisqu'elles seront plus préoccupées par leur survie. Et on comprend bien cette problématique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ces grands chiffres, grandes tendances du mécénat aujourd'hui en France et en Nouvelle-Aquitaine. Et puis maintenant, on va pouvoir passer aux témoignages pour vraiment avoir des exemples concrets de ce qui se passe sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et plus précisément de la Gironde, avec des témoignages d'entreprises et d'acteurs du mécénat localement. Et donc, Fabienne, je te laisse la parole pour animer cette table ronde. Merci Marion. Bonjour à tous. Merci d'être si présents, si nombreux avec nous et merci à ce beau plateau d'intervenants que vous allez découvrir maintenant. On est très très heureux d'avoir l'occasion de créer cette table ronde et je remercie vraiment tous les intervenants qui vont continuer la prise de parole de Marion pour avoir accepté de parler mécénat avec nous aujourd'hui. Malgré les périodes que nous traversons, c'est un élan positif et merci à vous. Moi, je suis déléguée Amical Nouvelle-Aquitaine depuis environ 2 ans maintenant. Donc, je travaille avec Marion. Je vais laisser la parole à Maëva Fromiga, qui est également déléguée Nouvelle-Aquitaine, mais pas que. Et je m'occupe, j'ai créé l'agence Le Cercle Jaune il y a un peu plus de 5 ans sur la région. Ma fonction est vraiment de travailler sur tout ce qui est le conseil en philanthropie, les montées en compétences du côté des mécènes et du côté des porteurs de projets pour créer un territoire qui s'enrichit de plus en plus avec l'objectif que ce fameux 6,7% de mécénat en Aquitaine puisse augmenter parce que je reste persuadée que le mécénat, quel qu'il soit, de compétences financières ou autres, est un vecteur d'enrichissement pour tous et qu'avec les 18 derniers mois que nous venons tous de traverser, nous avons par cet outil-là un champ de possibles qui s'ouvre à nous. Mais je vais laisser la parole aux acteurs qui le vivent encore plus tous les jours. Donc, j'introduis cette première table ronde. Maître Fromiga va se présenter et ses 2 interlocutrices, Géraldine Thomas-Claire pour la Fondation de la culture et des civilisations du vin et Caroline Attuil pour le fonds de dotation Pierre Castel. Je vous remercie. Bonjour à tous, Maëva Fromiga, donc comme le disait Fabienne, je suis également déléguée régionale Amical, aux côtés également de Anne Dagbédé qui est sur Bayonne. Voilà, donc je vais me présenter assez rapidement. Donc moi je suis avocate au cabinet EY Ernst & Young. Et je m'occupe plus particulièrement des associations, fondations, fonds de dotation et j'accompagne également les entreprises pour la création sur les problématiques mécénat et notamment les créations d'outils philanthropiques. Donc, je vais laisser la parole d'abord à Caroline Attuil pour le fonds Pierre Castel, Agir pour l'Afrique. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, Caroline, déjà merci pour votre témoignage. Je vais vous laisser peut-être vous présenter en quelques mots sur vos fonctions au sein du fonds. Le micro d'abord. Bonjour, Caroline Attuil, donc je m'occupe du fonds Pierre Castel. Avant
avant de commencer, je voulais dire à Marion, ça pouvait la rassurer, typiquement dans le cadre de notre fonds de dotation, nous ne déclarons pas nos dons. Voilà, donc je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, puisque le fonds Pierre Castel est une initiative personnelle de Monsieur Castel, qui est un acteur aquitain que je ne présente plus, je pense, qui s'est illustré notamment dans tout ce qui est distribution de vin, qui est présent en Afrique, puisque le fonds Pierre Castel que nous avons mis en place il y a maintenant 2 ans, on a un jeune fonds, intervient majoritairement sur l'Afrique, mais pas que, c'est aussi une des raisons pour laquelle m'avait très gentiment donné la parole ce matin. C'est un fonds qui s'est imposé, à vrai dire, sur une réalité pour nous, en tout cas pour M. Castel, de soutenir 2 grands axes. L'axe de l'entrepreneuriat agricole et l'axe de la relation Afrique-France. C'est un petit peu difficile de se présenter comme ça en premier plan. C'est vrai qu'on parlait de territoire et c'est vrai qu'il y a l'Afrique, mais il n'y a pas... Enfin, Pierre Castel a fait le choix de l'Afrique, mais il n'y a pas que l'Afrique, puisqu'il y a quand même des liens avec l'Université de Bordeaux et le territoire aquitain. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas que l'Afrique. Ce qui était important, c'est effectivement l'entrepreneuriat agricole. Comme je vous le disais, ce qui était important, c'était la relation entre l'Afrique et la France. Et dans ce cadre-là, on a créé 2 grandes initiatives. La première, c'est de soutenir un prix qui permet d'accompagner de jeunes entrepreneurs. Et la deuxième, c'était d'intervenir en amont de ces jeunes entrepreneurs en leur permettant d'accéder à une formation. Cette formation, on a voulu créer une collaboration entre 3 grandes universités d'agronomie. Donc là, on n'intervient plus sur la dimension recherche et enseignement supérieur, où je voyais dans le baromètre qu'il était une part relativement faible, mais en tout cas, c'est ce qui nous tient à cœur. Et dans ces 3 grandes universités, nous avons intégré Bordeaux Sciences Agro, l'Université d'agronomie du Cameroun, qui s'appelle la FASA, et celle de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle l'ESA. Et nous avions envie de travailler dans un partage de connaissances, de savoir-faire, de pratiques, parce que ce sont des thèmes qui nous sont communs. Et cette collaboration universitaire internationale nous tenait à cœur justement pour traiter cette question de l'entrepreneuriat qui est un levier de création de valeur et un levier d'avenir. Alors, l'agriculture, pourquoi? Parce que M. Castel intervient sur le continent africain depuis à peu près une 60aine d'années, qu'il a conscience qu'aujourd'hui, la population est grandissante, qu'il va y avoir besoin de la nourrir, et qu'il avait envie de rendre à l'Afrique ce que l'Afrique lui avait donné en soutenant quelque chose qui serait pérenne. Il n'avait aucune envie, quand il a initié ce fonds, de juste mettre à disposition des sommes d'argent, ce qu'il était tout à fait capable de faire. Il avait envie que ces sommes d'argent soient quelque part, il y ait une transmission d'un savoir, d'un savoir et d'un savoir-être pour qu'il y ait des générations qui se forment et qui transmettent ensuite à d'autres générations ce qu'ils ont appris. C'est pour ça qu'il s'est vraiment fait un focus sur l'entrepreneuriat. Ce qui était assez intéressant. Et également, ce qui nous tenait à cœur pour terminer cette courte présentation, c'est l'association du public et du privé. Quand je vous parlais des chaires d'université, la chaire que nous avons créée sur les systèmes alimentaires et l'entrepreneuriat en Afrique, c'est une dynamique qui s'appuie effectivement sur le public, puisqu'on travaille avec des universités, mais elle ne peut fonctionner qu'avec le privé parce que nous mettons en place un dispositif qui est apporter une formation. Donc, il y a un certain nombre d'heures qui va être dispensé en partenariat avec les 3 universités. Mais surtout, derrière, on permet la professionnalisation de ces jeunes étudiants en leur permettant d'intégrer des grands groupes agro-industriels pour mettre en action ce qu'ils ont appris dans les heures de formation dispensées par les universités. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et ce sont des stages qui vont être de plus de 6 mois pour l'ensemble des étudiants qui vont bénéficier du partenariat. Bien sûr, en leur permettant de venir également en Aquitaine, puisqu'ils vont intégrer les structures qui sont présentes chez nous, mais également en Afrique. Merci beaucoup, Caroline. Alors, une question, est-ce que vous avez ressenti l'impact de la crise sanitaire au niveau du mécénat, compte tenu du projet un peu particulier, puisque c'est Pierre Castel essentiellement qui soutient ce projet? Est-ce que du coup, vous avez senti un impact au niveau de votre budget notamment?
Non, on a beaucoup de chance. Comme je vous disais, c'est une initiative personnelle. Donc, Monsieur Castel est un philanthrope. Et au contraire, nous avons eu même plus de 25% de budget pendant la crise de la Covid. Donc non, absolument pas. Pas du tout. On a cette chance. Très bien. Merci beaucoup, Caroline, pour ce témoignage. Alors, Monsieur Castel donc, intervient à titre personnel en tant que philanthrope en ayant créé donc, son propre véhicule juridique philanthropique, mais également au travers du groupe Castel. Il est mécène et notamment mécène alors, de beaucoup d'entreprises, mais notamment de la Cité du Vin, ce qui va me permettre de faire le lien avec le prochain témoignage, puisqu'on accueille Géraldine Thomas-Claire, qui est directrice mécénat pour la Fondation pour les civilisations et la culture du vin. Géraldine, pardon, je vais vous laisser vous présenter pour la Cité du Vin. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis directrice du mécénat et du développement de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. Cette fondation exploite la Cité du Vin. C'est une fondation reconnue d'utilité publique. Donc, nous recevons, nous fonctionnons avec nos recettes propres pour faire vivre ce lieu. Donc, les recettes de la fondation sont principalement la billetterie de la Cité du Vin et les recettes associées au lieu, et puis le mécénat. Il faut savoir que le mécénat contribue énormément on va dire, à l'ADN et aux valeurs de la Cité du Vin, parce que nous avons eu des mécènes qui ont fait de cette cité ce qu'elle est maintenant en termes de bâtiments. Les mécènes bâtisseurs ont été très importants au démarrage. Donc, la Cité du Vin ouverte en 2016. Donc, jusqu'en 2016, nous avons eu la chance d'avoir des mécènes qui ont soutenu. Le groupe Castel en faisait partie dès l'origine. Et puis, le mécénat maintenant tient un rôle majeur dans la vie de la Cité du Vin chaque année, chaque saison, puisque les saisons culturelles sont financées par des mécènes. C'est assez, on va dire, innovant en France. C'est un lieu culturel qui n'a pas de subvention d'exploitation annuelle. Nous bénéficions de ce bâtiment magnifique mis à disposition par la ville de Bordeaux, mais nous n'avons pas d'autres subventions, on va dire, de fonctionnement. Donc, pour faire terminer ce lien important, le groupe Castel est également mécène depuis notre ouverture de nos expositions temporaires. La prochaine, et on croise les doigts, qui devrait ouvrir au printemps, qui s'intitulera Boire avec les dieux. Voilà, nous avons 10 mécènes majeurs sur cette exposition. Sans les mécènes, les expositions n'auraient pas non plus leur envergure, évidemment. Alors justement, quel est le profil de vos mécènes en termes de taille, TPE, PME, grandes entreprises, et en termes de secteur d'activité? Est-ce que c'est surtout des mécènes qui sont dans le secteur déjà vitivinicole, ou est-ce que vous avez tout secteur confondu? Alors effectivement, on a tout secteur et toute taille. On a des grands groupes du monde vitivinicole, comme le groupe Castel, comme Bernard Magret. On a un mécène exceptionnel qui nous soutient depuis la création, le groupe Domaine Clarence Dillon, donc qui est à la fois dans le négoce de vin et dans les propriétés viticoles. Nous en avons d'autres comme ça, mais nous avons également des grandes entreprises du territoire. Le lien qui fédère un peu tous nos mécènes, je pense, c'est le territoire, leur envie de valoriser le territoire ou de rendre au territoire, on va dire, un attrait pour soit leurs salariés, soit pour leurs clients. Donc, il y a dans des secteurs différents, il y a le Crédit Agricole d'Aquitaine qui a été là également depuis le début et qui soutient également toutes nos expositions. Mais il y a des entreprises totalement différentes, comme BetClick, qui est là un voisin, je dirais, en termes de quartier, donc qui soutient vraiment le territoire. L'envie étant aussi de faire profiter les salariés de ce lieu ou d'organiser des réunions dans ce lieu. Donc, en termes de contrepartie, ils peuvent utiliser le bâtiment. Il y a des entreprises plus petites, des TPE ou PME, la société Bello, qui est une société qui vend du matériel agroalimentaire, enfin agricole, et qui nous soutient sur toutes nos expositions depuis la création et qui était très fière. Son PDG, une petite entreprise, très fière d'être aux côtés de grands chefs d'entreprise phares du monde du vin. Donc, les deux sont des mécènes de toute taille. Effectivement.
D'accord. Alors, on va parler de crise sanitaire. Comment vous avez fait, vous, pour maintenir le lien avec vos mécènes, puisque j'imagine qu'il y a un certain nombre d'événements qui ont été annulés. Désolée. Oui, la crise sanitaire nous a touchés de plein fouet. Vous le savez, la Cité du Vin est malheureusement fermée. On a fermé plus de 5 mois en 2020. Alors déjà, juste un petit retour sur 2020. On a bien sûr du coup une baisse de chiffre d'affaires assez conséquente, hein, plus de 65% de chiffre d'affaires, c'est très important. On a eu une parenthèse enchantée pendant l'été parce que, vous le savez, la France avait un peu ouvert, on va dire, ses portes un peu partout et beaucoup de Bordelais et de Français sont venus visiter la Cité du Vin, même si déjà les étrangers ne revenaient plus. Donc ça a montré l'attrait de ce lieu. On avait bien sûr mis toutes les conditions sanitaires en place, jusqu'à des écrans qui protègent la diffusion de tout virus et bactéries, des films protecteurs. Donc l'innovation est à nos côtés. Il a fallu s'adapter, oui. Même dans cette période. Mais depuis l'automne, ce que nous avons mis en place, c'est de nombreuses conférences en ligne. Donc vous voyez d'ailleurs que nos équipes de la communication et de la culture se démènent pour pouvoir proposer beaucoup de contenu en ligne, sur la Cité du Vin en ligne. Et puis, par exemple, samedi prochain, il y a une conférence sur le vin et la santé, le vin ni diable ni bon Dieu, toute la journée avec des chercheurs universitaires et intervenants, donc en ligne, gratuit. Il y aura le 2 février une conférence aussi dans le cycle des vendanges du savoir, en ligne. Il y aura le 13 mars un grand entretien, une rencontre en ligne avec une Master of Wine basée à Hong Kong avec Ginny Shelley. Donc voilà, la Cité du Vin essaie de revoir sa programmation culturelle de manière différente. On espère vraiment ouvrir l'exposition Boire avec les dieux avril, mai, juin, on espère. Et puis, on a beaucoup de projets aussi pour renouveler notre parcours permanent, qui est notre exposition permanente. Donc, ces projets continuent et on croise les doigts pour que tout ça se termine au plus vite, au mieux. On croise les doigts également. Merci beaucoup en tout cas Géraldine pour votre témoignage. Je vais passer maintenant la parole à Stéphanie. Johan, je te laisse te présenter et présenter les prochains témoignages. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis Stéphanie Johan, je suis la déléguée générale de Bordeaux Mécènes Solidaires. Je me retrouve très volontiers dans cette première partie, notamment sur les éléments quantitatifs et qualitatifs. Un petit mot parce que tout le monde ne connaît pas Bordeaux Mécènes Solidaires. Depuis 8 ans, nous, on est un petit peu la collective des TPE, PME, ETI du territoire qui veulent soutenir des projets dans l'ensemble des champs du social. Donc, on fait vraiment ce trait d'union entre les entreprises qui veulent s'engager et les associations qui portent des projets d'innovation sociale. En 2020, pour donner quelques chiffres, c'est 60 projets soutenus avec un budget de 500 000 euros dans les champs de l'insertion sociale, du vivre ensemble, notamment dans les quartiers dits prioritaires politiques de la ville, l'insertion professionnelle, l'accès à l'emploi, l'éducation, le logement. On a eu évidemment un très très fort axe sur l'urgence sociale liée au Covid-19, où on a été principalement sur les besoins vitaux d'alimentation, d'hygiène et de mise à l'abri, jusqu'à un centre de confinement des sans-abri malades de la Covid-19. On a un programme spécifique sur l'inclusion numérique et on est en train d'en développer un autre sur la jeunesse. On parle beaucoup de la jeunesse en ce moment dans les médias. On est convaincu qu'il faut investir très vite et très fort sur cette thématique pour que notre pays et nos enfants aient un avenir un peu plus radieux que ce que leur montrent les médias aujourd'hui. Mais on est par là pour parler de Bordeaux Mécènes Solidaires. On se retrouve en tout cas très bien dans les chiffres au niveau de l'intervention locale, régionale, dans la proportion mécénat financier, mécénat de compétences, dans l'implication des TPE, des PME, et puis dans ces grands axes que sont le social et l'éducation. On aime beaucoup cette approche collective parce que la proximité nous permet vraiment de créer du lien entre les associations
habitants et les entreprises, entre les entreprises elles-mêmes, entre elles, et entre les associations entre elles. Et on travaille beaucoup aussi avec les institutions et les collectivités au niveau des éléments de diagnostic territoriaux. Et ça, c'est assez précieux. Et je rejoins la Fondation Pierre Castel sur cette idée du public-privé, société civile, qui fait une bonne alliance. Et aujourd'hui, nous allons interviewer Yannick Roch, qui est le président directeur général de la société SECM et qui localement pratique le mécénat de compétences depuis déjà plus de 3 ans avec un budget investi de plus de 30 000 euros. Donc, c'est un très bel investissement. D'abord, Monsieur Roch, j'ai envie de vous demander de nous raconter un petit peu l'histoire du mécénat et du mécénat de compétences et en nature, notamment dans votre entreprise. Comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est le fruit du hasard, de rencontre, d'une volonté? Bonjour à tous. Donc, c'est un petit peu de tout, le fruit du hasard, puisque c'est arrivé par une tierce personne qui nous a mis en relation dans un premier temps avec le musée d'Aquitaine. Et puis donc après, on a eu connaissance de ce qui se faisait à Bordeaux Métropole avec Madame Del Rio. Et ensuite, ce qui s'est passé, on a un petit peu échangé avec le musée d'Aquitaine, mais finalement, c'est avec le Muséum d'histoire naturelle où tout s'est fait, parce que ça a été une rencontre d'abord. Moi, c'est du mécénat de conviction réellement, puisque ça s'est fait, il y a eu un échange avec les équipes qui est très bien passé. La nature, les animaux me parlent. Donc, je le fais. Alors, je ne sais pas, de toute façon, même si je déclarais, ça ne m'apporterait pas grand-chose, puisque j'ai fait du mécénat sans faire de résultat. Donc, je n'avais rien à défiscaliser. Donc, ça ne me gêne pas. La crise, même si ça nous a fait souffrir pendant 2 mois, ça ne changera rien, puisqu'on a d'autres projets avec le Muséum d'histoire naturelle. Et c'est vraiment une conviction. Voilà, il y a eu un très bon échange avec toutes les équipes, de la directrice jusqu'aux menuisiers qui sont venus rencontrer mes équipes. Et voilà, mes gars ont apprécié déjà ces nouveaux. C'était pas du challenge, mais au moins ils voyaient autre chose, ils s'épanouissaient un peu plus, ils étaient contents de voir les résultats. Et voilà comment c'est. Est-ce que on entend menuiserie, on entend les collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu concrètement le métier de votre entreprise et du coup le mécénat en nature qui a été mis en œuvre? Je pense évidemment au rhinocéros Kata Kata et à l'exposition Afrique savane sauvage, qui est toujours disponible en virtuel d'ailleurs. Alors, à la base, notre métier, nous, vraiment, donc c'est une société qui a plus de 40 ans, qui a été fondée par mon père. Donc, notre métier, à la base, c'était en valeur industrielle. Donc, c'est de protéger tout ce qui part à l'export, que ce soit par voie maritime, aérienne ou autre. On a notamment fait, il y a de nombreuses années, pour Pierre Castel, on avait emballé des pièces de musée qui sont parties aux Antilles pour un musée qui a été installé. Et ensuite, on est devenu de plus en plus technique. On est parti sur de la menuiserie un peu plus fine et on est implanté au cœur de l'aéroparc à Mérignac, donc on travaille pour l'aéronautique, mais pas seulement. Et voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir des menuisiers ébénistes pour élargir mon panel de prestations. Et donc, on a fait des décors pour l'exposition temporaire Afrique, le rhinocéros que vous avez vu, et puis plein d'autres petites choses. Tout. Là, on va travailler sur autre chose. Alors, c'est voilà comment la menuiserie est arrivée là. Et il y a des compétences qui se rejoignent entre les équipes des musées et mes équipes. Et justement, est-ce que vos équipes ont pu aller voir concrètement le fruit de leur travail dans les musées? Oui. Est-ce que ça a créé une dynamique et une fierté peut-être? Ah oui, c'est mes collaborateurs, leurs enfants, oui, ont eu la chance d'aller visiter le Muséum d'histoire naturelle, puisqu'il a quand même été pris d'assaut à la réouverture, puisque ça faisait de nombreuses années que les Bordelais l'attendaient. Donc oui. Et un réel plaisir, oui, j'en suis assez convaincu que ouais, ils ont pris du plaisir à voir ce qu'ils ont fait et les prochaines étapes, ça sera accepté avec grand plaisir aussi.
Et alors justement, les prochaines étapes, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui avez une démarche proactive de dire j'ai tant de temps, de collaborateurs que je peux mettre à disposition de mes partenaires musées notamment? Ou est-ce que ce sont au contraire à travers Laura Esposito del Rio ou à travers les différentes structures culturelles qui vous font des propositions et que vous débattez en interne? Comment ça se passe ce choix de mécénat? Oh non, c'est eux, on est plus à disposition. Voilà, quand il y a un besoin, ben là, le prochain besoin de Laura, c'est voilà, on a un petit souci à Bordeaux et dans d'autres régions, c'est le moustique tigre. Donc voilà, ils veulent faire une thématique là-dessus. Donc on sait qu'on va avoir des petites choses à réaliser. Et non, on est à disposition réellement. Moi, après, ce que je propose aussi, par exemple, c'est de, enfin, voilà, avec toutes nos chutes, on essaye de réaliser le plus intelligemment possible des cages à oiseaux, à chauves-souris. Donc voilà, ça, c'est des choses que je mets à disposition. Mais voilà, on est plus à leur écoute. Nous, on fait des choses pour nous-mêmes. Quand ils viennent, ben après, c'est surtout parce qu'il y a un échange qui se fait. Ils viennent nous voir beaucoup. Donc, ben, quand c'est en voyant les produits que les idées se font, se créent et s'échangent. Oui, j'entends vraiment cette dimension de rencontre, de conviction et puis d'échange. La co-construction, c'est vraiment essentiel dans le mécénat. Il n'y a pas que un donateur et un receveur, il y a plutôt un échange réciproque qui permet de construire ensemble et on l'entend bien. On parlait tout à l'heure, vous avez dit on va continuer. Merci beaucoup. On a besoin de mécènes qui continuent dans tous les secteurs. Et qu'est-ce que justement vous pourriez dire comme message? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux entreprises qui hésitent, qui se disent peut-être que les temps sont incertains et peut-être que ce n'est pas le moment de se mettre au mécénat ou que c'est le moment de faire une pause? Est-ce que vous auriez un message à leur faire passer, quelque chose que vous voudriez exprimer? Non, quelque chose à dire. Non, alors je suis à des années-lumière en termes de taille d'entreprise de Pierre Castel, mais j'aime bien la présentation qu'en a fait Madame Attuil parce que moi, non, j'ai rien à dire aux autres. Comme je vous ai dit au début, c'est une conviction que j'ai. Donc, je le continuerai. Vous savez, avec le Covid, nous, ça fait 20 ans que j'ai repris l'entreprise à mon père. Ça fait 20 ans que j'utilise des contreplaqués de Gironde, des bois de Médoc. Je n'ai pas attendu qu'il y ait des problèmes pour en avoir conscience et on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire qu'il y a des problèmes autour de nous. Donc, non, moi, c'est une conviction. Et si je travaille avec le Muséum naturel, ce n'est pas que les autres thématiques ne m'intéresseraient pas, mais j'ai besoin que ça me parle pour y aller. Et mes équipes, ça leur parle aussi. Bon, j'ai un fils qui veut être paléontologue, donc le Muséum d'histoire naturelle, bien sûr que ça l'intéresse. Il y a été en stage, il a été admirablement reçu. Et voilà, c'est vraiment un échange parce que ben, l'humain est important ici et on l'a retrouvé au Muséum d'histoire naturelle. Voilà. Donc après, les gens, vous savez, s'ils l'ont en eux, ils le feront. Je le pense aussi. Je pense aussi, et c'est vrai qu'on a parfois même des débats. Je suis aussi administratrice de la Fondation Crédit Agricole Aquitaine qui a deux grands axes sur les autonomies d'une part et sur les patrimoines d'autre part. Et on a eu des débats avec cette crise sociale et économique du Covid-19, est-ce qu'il faut délaisser le patrimoine au profit des autonomies? Et on a décidé que absolument pas, il faut absolument continuer à soutenir et à irriguer le secteur du patrimoine et de la culture. C'est moins notre sujet, mais je pense qu'on peut l'extrapoler juste là parce que ce sont des dynamiques humaines essentielles aujourd'hui et demain. Je vous remercie beaucoup. J'invite aussi, j'ai eu de très très bons échanges aussi avec votre collaboratrice en amont de notre rencontre ce matin. Je tiens à l'en remercier. Elle m'a aussi indiqué que justement sur l'exposition Afrique savane sauvage, la visite virtuelle était toujours d'actualité. Donc en attendant que le Muséum d'histoire naturelle réouvre ses portes, j'invite tous les auditeurs à regarder cette visite virtuelle. Les paysages
les paysages, effectivement, ont été réalisés par la SECM. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir que finalement, un métier peut avoir beaucoup de sens et beaucoup de débouchés différents, qu'ils soient économiques ou culturels. Yannick, avez-vous envie d'ajouter un dernier mot avant de passer à la troisième table ronde? Non, 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 on sera là. Enfin, j'espère que mon entreprise sera là encore de nombreuses années, puis on sera là avec vous. On le souhaite aussi. Je vous remercie beaucoup. Et Fabienne, je te redonne la parole. Merci. Merci à ces deux premières tables rondes pour ces échanges si enrichissants. On a la joie d'accueillir maintenant Béatrice Boss pour la Fondation France Sud-Ouest et Mathieu Cloutet pour FlexiLivre. Béatrice, je vais te laisser la parole en premier pour te présenter et nous présenter la Fondation avec cette expression que tu utilises de la Fondation de tous les engagements. Je n'ai plus la formulation exacte, mais je vais te laisser avec tes mots à toi, ce sera beaucoup plus juste. Voilà, excusez-moi. Je remets mon micro. Oui, moi, ça me va très bien, hein, la fondation de tous les engagements. Tu utilises toutes les envies d'agir, non? C'est la fondation voilà, qui accompagne toutes les envies d'agir. C'est notre signature. Donc, bonjour Fabienne, bonjour à tous. Je suis donc ce qu'on appelle déléguée générale de la Fondation de France Sud-Ouest. Alors, nous sommes sur un territoire vaste avec une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine et puis la moitié de l'Occitanie. Donc, il y a effectivement Bordeaux, la métropole bordelaise où nous avons notre siège. Et puis, nous allons en Aveyron, à Toulouse, bien sûr. Donc, c'est un territoire important. Oui, on peut parler de philanthropie à 360 degrés parce que effectivement, il s'agit pour nous d'accompagner toutes les envies d'agir, que ce soit du simple donateur, particulier ou entreprise, que ce soit aussi un désir post-mortem, si je pourrais dire, puisque nous recevons aussi en tant que fondation beaucoup de legs, avec des personnes qui veulent, voilà, qui ont un projet de vie au-delà de la leur. Et puis, on est aussi ce qu'on appelle une fondation abritante, puisque à ce jour, on abrite près de 900 fondations, que ce soit des particuliers ou des entreprises sur tout le territoire, et bien sûr sur celui de la Fondation Sud-Ouest, qui est une fondation territoriale. Donc, Stéphanie parlait tout à l'heure de la Fondation du Crédit Agricole Aquitaine. C'est une fondation qui a un statut de fondation abritée à la Fondation de France. Donc, c'est un écosystème qui permet effectivement de pouvoir financer, accompagner des porteurs de projets, des associations, en tout cas tout ce qui concerne l'intérêt général et le secteur à but non lucratif, dans tous les domaines. Donc, c'est vrai que nous avons bien sûr un volet très fort en matière de solidarité, mais aussi de recherche, d'environnement. Hein, ce n'est pas toujours su, mais la Fondation de France est le premier financeur privé en matière d'environnement au sens large. Et notre rôle est là pour répondre aux besoins émergents, aux problèmes émergents, et puis bien sûr aux nouvelles fractures. Donc c'est vrai qu'on vient tous de vivre une année très particulière. Pour nous, ce qui s'est passé au niveau de la crise sanitaire rentre directement dans l'urgence, comme on a pu agir alors en France, la tempête Klaus dans les Landes, AZF à Toulouse, mais aussi à l'étranger avec le tsunami et autres. On est toujours présent, on est simplement présent parce que nos donateurs nous le demandent aussi. Et donc, on a géré ça très vite en créant une alliance avec la PHP et l'Institut Pasteur sur 3 volets, c'est-à-dire à la fois l'aide aux soignants, qui s'est révélé très vite important, même en début de crise, puisqu'il y avait vraiment les services étaient débordés. Il y avait aussi la recherche, puisqu'on a voulu aussi, puisqu'on avait des partenaires qui étaient très spécialisés, intervenir très vite aussi pour les avancées, pour le vaccin et autres besoins. Et puis, bien sûr, nous, ce qu'on sait faire, c'est être au plus près des
des personnes défavorisées, parce qu'on a vécu beaucoup l'isolement, qui est le premier fléau en France. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais ça découle beaucoup de celui-là. Donc, il y avait toutes ces questions de suivi éducatif. Beaucoup d'enfants ne sont pas équipés. Les EHPAD qui permettaient peu de visites aussi pour les personnes âgées. Donc, il fallait essayer de pouvoir financer parfois très simplement des tablettes, en tout cas un moyen de communication avec les familles. Il y a un sujet aussi qui est très fort et qui existe toujours, c'est tout ce qui concerne les maladies psychiques et psychiatriques. Stéphanie, tout à l'heure, parlait de la jeunesse. Oui, cette jeunesse est isolée aussi et a besoin d'être aidée. Et il y a beaucoup de structures, comme le CPCT, notamment à Bordeaux, qui permet des consultations gratuites et des orientations. Donc ça, c'est excessivement important parce que vous avez les personnes qui sont malades et qui vivent ces crises, et puis vous avez les personnes qui vont effectivement se retrouver avec certains symptômes parce qu'on est isolé, parce qu'on ne vit pas toujours dans des conditions très simples, et puis tous ces sujets de violence aussi intrafamiliale. Donc on s'est retrouvé avec tous ces sujets à traiter, beaucoup de dons. C'est vrai qu'on a eu cette chance dans cette alliance de pouvoir collecter, alors ça continue d'ailleurs, donc on était à 6 mois à plus de 33 millions d'euros, donc on s'est empressé de les redistribuer, toujours de la même façon, c'est-à-dire en instruisant des projets et en allant beaucoup plus vite qu'en règle générale. Donc on pouvait accorder des soutiens parfois sur une semaine avec des jurys qui se mobilisaient 7 jours sur 7. Donc c'est une période qui en interne est toujours très riche et très intéressante, très passionnante, même si elle est inouïe, dramatique et très grave, bien évidemment, pour un certain nombre d'entre nous. Et puis, dans cette période, il y a eu aussi des entreprises qui se sont beaucoup mobilisées, surtout au moment de la première vague, si je puis dire, du premier confinement, puisque au niveau national, on a eu un peu plus de 2300 entreprises de toute taille qui sont venues vers nous. Je dis bien venues vers nous parce que pour ceux qui travaillent avec les entreprises, on sait très bien aussi que parfois on va vers elles et que c'est pas toujours simple. On parlait de l'AFF dont on fait beaucoup partie aussi dans ce groupe. Voilà. Et là, on était avec des entreprises qui nous sollicitaient et notamment sur ce territoire, sur ces 15 départements du Sud-Ouest, on a eu 330 entreprises qui ont créé des partenariats avec nous, donc c'est évidemment totalement inédit, ce ne sont pas les chiffres habituels, mais ça montre bien, et Yannick Roch le disait aussi, que le don, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est important qu'il y ait des grands groupes qui font le plus souvent des gros dons, mais on a vu dans ce tissu national, c'était évoqué par Marion, qui sont des PME et beaucoup de TP, on a vu aussi beaucoup de structures qui sont venues vers nous, sous forme de dons, sous forme de collecte dans l'entreprise, de produits partage aussi. On parle pour les Bordelais, il y a Pétrus en centre-ville qui fait des foulards et des choses de qualité. Voilà, très vite, Florence Lafragette a voulu faire un produit partage avec nous. Il y a eu pas mal d'initiatives de ce type, et moi, ça me paraît très important aussi que des petites structures puissent se mobiliser. Donc, c'est un moment assez intéressant pour nous. Il y a des fondations aussi et des fondations d'entreprises qui ont voulu, effectivement, au-delà de leur mission habituelle, pouvoir nous aider dans ce cadre-là et aider les associations. Donc, voilà, c'est des moments très forts en matière d'écosystème philanthropique, de pouvoir agir ensemble sur des besoins qui sont très précis, très déterminés. Donc, ça a été et ça l'est encore, puisque à la fois la crise continue et les dons continuent d'arriver. Donc, c'est une période très riche dans tous les sens du terme. Et c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de plaisir à pouvoir avoir une start-up à nos côtés pour témoigner aujourd'hui. Merci Béatrice, merci pour ce panorama qui donne à la fois de l'espoir malgré les 18 mois que nous venons de traverser, et qui me permet donc de faire le lien. Mathieu, je vais vous laisser la parole pour vous présenter, et nous serions intéressés de savoir justement qu'est-ce qui a créé l'élan en mécénat, quelle est votre histoire en fait qui a fait que vous êtes
mis dans cette démarche de mécénat et comment cette rencontre s'est faite avec la Fondation. Bonjour à tous, Mathieu Cloutet, donc j'ai cofondé l'entreprise FlexiLibre, donc on va qualifier de start-up puisqu'on en a la taille et l'agilité. C'est une entreprise qu'on a fondée en 2013, on fait des albums personnalisés sur Internet, on est 8 pour le moment. Alors nous on a eu la chance de pouvoir recruter pendant la crise, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises, donc on a pas mal de chance et on en est bien conscient. On produit donc des albums photos, on en fait à peu près 100 000 par an, un petit peu plus de 100 000 pour l'année dernière. Pour vous donner une idée de la taille de la structure, ça fait un petit peu moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est en progression et en fait, il nous paraissait juste naturel, humainement, en tant que fondateur et pour l'entreprise, de redistribuer une partie de ce qu'on a pu gagner. Donc, pourquoi? En fait, c'est humainement, il fallait le faire. On avait envie de le faire, autant mon associé, moi-même que nos salariés. C'est quelque chose de collaboratif chez nous, le choix des projets. C'est une décision collaborative. Alors on essaie de fonctionner, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, sous le format d'une entreprise libérée. Chez FlexiLibre, pour vous dire, il n'y a pas une seule personne qui est au même endroit géographique en France. Donc les 8 sont tous éclatés. Et alors, donc, quand on parle de projets locaux, ouais, on fait des projets locaux, alors on en fait un petit peu partout. On pourra en parler plus tard, mais voilà, c'est vraiment des valeurs humaines. Et puis, c'est tout simplement le rôle, de notre point de vue, en tout cas, de chef d'entreprise, le rôle d'une entreprise de redistribuer une partie de ce qu'elle peut gagner. Merci Mathieu. On retrouve donc chez vous aussi bien le mécénat de conviction qu'on avait chez Yannick Roch et cette notion de naturel. Merci parce qu'il n'est peut-être pas forcément une évidence pour tout le monde. Du coup, quand vous avez pris la décision de devenir mécène, comment s'est passée la démarche, c'est-à-dire comment vous êtes allé vers la fondation, comment s'est passée la rencontre, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce véhicule-là pour mettre en place le mécénat chez vous? Comment vous avez procédé? Alors, on ne s'est pas dit on va devenir philanthrope ou mécène. Je crois qu'on ne sait même pas, c'est même pas des mots qui nous sont venus à l'esprit. Il y a 2 ans, on n'aurait pas pu se permettre d'être mécène parce qu'on n'en avait pas les moyens tout simplement. Et à partir du moment où on a eu les moyens, on s'est dit faut faire quelque chose de bien. On voit ce qui se passe autour de nous au quotidien. Il fallait qu'on trouve quelque chose. Donc, une fois qu'on s'est mis en sécurité, puisque les premiers jours de la première vague de la crise sanitaire ont fait un peu peur, je pense, comme tous les chefs d'entreprise, on s'est mis en mode sécurité en se disant oulala, qu'est-ce qui se passe? Tout s'écroule. Et puis, ça a commencé à s'amorcer de façon plutôt positive. Donc, on s'est dit faisons quelque chose. On a regardé autour de nous et il fallait qu'on trouve qu'on pouvait faire bien. Voilà, on regardait, mais on ne savait pas trop vers quoi se tourner. Et la Fondation de France, en gros, nous paraissait avoir la notoriété nécessaire en disant, voilà, si on donne des sous à la Fondation de France, on sait que ça va être bien utilisé, de belle manière. On ne voulait pas le faire n'importe comment et ça nous paraissait adapté vu la situation, vu les projets qui étaient proposés. Et ça nous paraissait également adapté à la taille de notre entreprise, voilà, qui est une petite société. Merci. Du coup, Béatrice, quels sont les mécènes que vous accompagnez sur la Nouvelle-Aquitaine? La démarche de Mathieu, comme tu viens de le dire, n'a pas été la seule. Tu as cité plus de 300 entreprises qui sont venues vers vous cette année. C'est remarquable et ça fait effectivement plaisir à entendre. Est-ce que tu peux nous donner un mot sur du coup, les différentes tailles des entreprises et quels sont ces mécènes que vous accompagnez régulièrement? Oui, peut-être revenir aussi sur, je crois que c'est Géraldine qui le disait au départ, de mécènes engagés sur le territoire. Et le territoire, ce ne sont pas des frontières administratives, c'est souvent, voilà, c'est composite, c'est multidimensionnel, ce sont des espaces naturels, ce sont aussi des lieux d'incarnation de projets. Et il faut le considérer, donc très souvent, les mécènes viennent vers nous pour ça, pour le territoire aussi, pour impliquer leurs salariés. Ça, on le sait tous et Mathieu aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est souvent des décisions collectives qu'il prend avec ses collaborateurs, bien évidemment. Et puis,
on a des partenaires qui sont arrivés sur un territoire donné. Donc, on a eu, il y a 5 ans, on a fait une expérimentation sur le Nord-Gironde. Je passe assez vite là-dessus, mais sur le Blayais et sur le Libournais. Et on a des entreprises qui se sont engagées par rapport à ce territoire. C'est un territoire qui a énormément de potentiel, mais qui connaît de très grandes difficultés aussi, avec des villes qui ont un nombre d'allocataires du RSA très, très important, même à l'échelle de tout le territoire français. Et donc, on a des partenaires qui peuvent être des partenaires comme Claircienne, qui est un bailleur social, donc lui aussi, qui n'est pas forcément intéressé par un reçu fiscal, hein, pour le coup. Et puis des entreprises comme Maison Johannes Boubé, donc, qui est le négociant de Carrefour et qui s'est beaucoup impliqué avec cette volonté, puisqu'elle avait pas mal de salariés sur le territoire aussi, de pouvoir les impliquer dans l'arrivée vers nous des associations qui pouvaient évidemment répondre à l'appel à projet Vendange d'idées, puisqu'il s'appelle ainsi, et puis aussi diffuser l'information, nous dire ce qui se passait sur ce territoire. Et puis Claircienne, c'était très important pour eux aussi, parce qu'ils ont évidemment beaucoup d'immeubles et de logements, et leurs locataires, qui sont souvent des personnes isolées aussi, ont besoin de trouver l'animation sur leur territoire. Donc ça, ce sont des partenaires au long cours qui nous suivent, qui font évoluer aussi leur mécénat. Pourquoi pas changer de thématique, pourquoi pas changer de territoire aussi, et qui sont très impliqués auprès de nous. Après, il y a c'est essentiellement du partenariat financier, hein. Donc, il peut y avoir des groupes plus importants aussi qui peuvent nous soutenir, des groupes nationaux qui souhaitent vraiment investir ce territoire, des fondations d'entreprises aussi qui se mobilisent. Je sais que la fondation RTE, qui est davantage sur les territoires ruraux, peut tout à fait financer des projets de la même façon. Donc, cette dimension-là, elle est intéressante parce que ça nous permet dans cette... moi, je crois beaucoup aux alliances, on l'a vu, hein, c'était dit au début aussi, surtout dans cette période. On sait bien maintenant qu'on ne va pas pouvoir avancer tout seul, qu'on n'en aura pas les moyens, et que c'est très important de pouvoir créer des alliances avec les partenaires publics, avec d'autres fondations aussi qui travaillent avec nous, avec des acteurs locaux qui sont importants sur le territoire, et toutes les structures fonds de dotation, entreprises qui sont sur le territoire. Ces alliances, maintenant, elles ne sont pas à souhaiter, elles sont indispensables à mon avis. On ne pourra pas avancer sans ça, et le territoire va en avoir besoin, et les associations aussi, parce que ce qu'on a vécu à la première vague est en train d'évoluer aussi, hein. Le nombre d'entreprises qui étaient partenaires, évidemment, va diminuer maintenant dans ces phases-là. On reçoit beaucoup moins de sollicitations, et c'est tout à fait normal. Elles ont d'autres problématiques et d'autres soucis qui sont importants. Et il en va de même pour les associations. Il y avait celles qui avaient de la trésorerie, celles qui n'en ont plus. Et puis, on a besoin d'argent, mais on a aussi besoin de faire son métier. On a aussi besoin de se rapprocher de ses bénéficiaires. Il y a des associations qui sont plus en mesure d'aller voir dans de bonnes conditions les personnes âgées, leurs adhérents. Donc, tout ça fait que, très clairement, hein, sans être oiseau de mauvais augure, je pense que la situation va se complexifier aussi. Donc, on ne sera pas trop nombreux pour agir ensemble et pour pouvoir répondre à ces problématiques. Oui, merci, parce que effectivement, c'est le panorama qu'on constate tous. Et je rebondis complètement sur les deux notions, celle de donner du sens dans le mécénat. Le mécénat ne se fait pas pour un reçu fiscal, tu l'as cité. On l'a vu dans les 2 premières tables rondes où on a parlé à chaque fois de mécénat sur un territoire, ou qui parlait et qui faisait sens. Et puis cette deuxième thématique sur les alliances et les coopérations deviennent plus qu'évidentes et vitales sur nos territoires et pour notre pays, vu ce qu'on vient de vivre. Je suis complètement d'accord avec tout ça. Je vais rebondir, Mathieu, sur... on parle d'alliance, on parle de coopération. Comment, justement, est-ce que vous procédez avec votre équipe éclatée sur tout le territoire pour décider quelles actions vous touchent, quelles causes vous avez envie de soutenir, et comment est-ce que vous avez vu l'impact que ça avait sur vos collaborateurs, cet engagement que vous avez décidé de prendre?
Alors, comment on procède? On procède au vote chez nous, en fait. On a plusieurs projets, on en regarde plusieurs, et puis on se dit, ben voilà, celui-ci a l'air bien, il correspond à ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est vraiment très, très humain. Et ce que ça implique, déjà, la première question, c'est pas de se dire qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise, mais peut-être qu'est-ce que l'entreprise apporte au projet. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en fait, il y a des mots qui, moi, me viennent en tête assez naturellement. C'est ça apporte du bien-être à l'entreprise, aux salariés, à l'ensemble des collaborateurs, aux chefs d'entreprise. Ça apporte de la motivation. En fait, c'est vraiment très motivant de se dire mon entreprise est éthique. Alors, je ne sais pas si c'est le mot à mettre là-dessus, mais se dire, voilà, au quotidien, on fait quelque chose de bien. Voilà, ça apporte énormément de motivation. Ça donne de la confiance en ses dirigeants, confiance en une structure. Voilà, l'entreprise peut être parfois décriée. Moi, je pense que c'est bien de casser ces codes-là en disant, voilà, une entreprise, c'est éthique, ça a pour vocation de faire de l'argent, oui, mais surtout d'être éthique. Et l'un et l'autre, à mon sens, vont ensemble. Et puis également, pour des entreprises qui n'auraient pas passé de pas, ça apporte, et il ne faut pas le nier, de la visibilité. Ça peut apporter de la visibilité, même si ce n'est pas du tout le but premier de la chose, c'est même le dernier à mon sens. Ça peut être un retour qu'on peut avoir de faire des dons, de participer à une vie collaborative, commune, locale. Voilà, c'est quelque chose de bien pour une entreprise à tous les sens du terme. Merci effectivement pour ces raisons-là. Je pense qu'on approche d'un temps question. On va conserver un temps question parce que je pense que dans la salle, il y a plusieurs participants qui vont vouloir profiter de vous avoir tous devant eux aujourd'hui et d'accepter de parler mécénat comme ça, franchement, à cœur ouvert. Donc encore merci. Béatrice, Mathieu, est-ce que vous avez un mot à rajouter? Est-ce que vous voulez profiter de ces quelques minutes qui nous restent pour rajouter une information importante? Non, profitons des questions. Des questions, Mathieu? Marion, je te laisse reprendre la parole pour gérer les questions. Je n'ai pas regardé du coup s'il y en avait qui étaient arrivés. Alors, nos participants ne sont pas très bavards sur le chat. Il y a seulement Christian Cabri qui nous pose une question sur la solidarité internationale, puisqu'on a vu que dans le baromètre, ce n'était pas une thématique prioritaire. Il nous demande si on pense qu'il y a un espace pour développer le mécénat concernant le mécénat international en Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas, peut-être Béatrice ou Caroline, est-ce que vous souhaitez réagir à cette question, ou peut-être tous les autres intervenants, est-ce que vous avez une opinion sur cette question? Je démarre. Moi, nous, on a plutôt une intervention en France et on a quelques actions à l'étranger, mais on ne peut pas parler d'international à ce point de vue-là. Par contre, je laisserai la parole à Caroline, il y a des fonds de dotation et puis il y a des fondations d'entreprises ou autres qui ont des actions à l'international, même en étant basées ici. La Fondation Cassou a eu aussi des actions en Afrique. Donc, dans le secteur des fondations et des fonds de dotation, on trouve quand même des acteurs qui sont importants à l'international. Caroline, est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que vous connaissez aussi des homologues qui font des actions? Voilà. Je crois que le fonds Pierre Castel est un bon exemple en ce qui concerne les actions internationales, puisque notre mission est née initialement dans des actions portées en Afrique. Le prix que nous avons créé pour soutenir l'entrepreneuriat était en priorité à destination de la jeunesse africaine. Aujourd'hui, avec le fonds qui grandit et notre volonté de créer cette relation entre l'Afrique et la France, nous allons développer le prix Pierre Castel en Nouvelle-Aquitaine. On devait le faire l'an dernier, pendant l'année de la Covid. Ça a été juste décalé. On espère bien pouvoir le faire vivre en 2021. Mais pour répondre à la question de Christian que nous connaissons bien, que nous avons un petit peu aidé dans le cadre d'un projet au Burkina Faso, et d'ailleurs ça a été un partenariat pour nous réussi et avec qui on a envie de continuer. Difficile, oui, l'international, on en a besoin, je crois qu'on en a profondément besoin. Maintenant, comment motiver comment motiver des sociétés de la Nouvelle-Aquitaine? Je me posais une question, je ne sais pas si vous avez tous la réponse, mais nous sommes heurtés à un moment donné à la question de la fiscalité. Voilà, c'est-à-dire que pour une société en Nouvelle-Aquitaine, aller soutenir une initiative à l'international,
Nous, on peut se le permettre en tant que fonds Castel, mais une société qui n'a pas les reins aussi solides, la fiscalité pose un problème, puisqu'elle n'est pas reconnue, dans leur principe de territorialité, ce n'est pas reconnu comme une action bénéfique pour la France. Donc, ça peut peut-être jouer, peut-être. Alors, on n'a pas beaucoup d'autres questions sur le chat. Peut-être on peut réagir sur la question des alliances. C'est vrai que c'est intéressant de voir que les entreprises ont de plus en plus envie de se mettre au collectif, à l'image de BMS sur le territoire qui réunit des PME, qui ensuite fait un trait d'union pour agir ensemble pour les associations du territoire. Est-ce que Mathieu ou Yannick, est-ce que c'est des choses qui vous touchent, ce genre d'action en collectif? Est-ce que c'est des choses vers lesquelles vous pourriez vous tourner éventuellement des actions collectives, ou est-ce que pour vous, l'action du mécénat, c'est au début une action individuelle qui part d'une vocation, comme le disait Yannick? Alors, si je Mathieu, commence, est-ce que vous voulez réagir? non, je n'y serais pas opposé. Après, mais de la même façon que ça doit matcher avec votre partenaire à qui vous apportez ce mécénat, après, il suffit de rencontrer les bonnes personnes, et il n'y a pas de raison. Moi, j'ai un ami qui fait le même métier que moi vers Montpellier. On a quelques idées d'actions communes. Oui, c'est pas quelque chose auquel je suis fermé. Mais voilà, il faut que de la même façon, ça marche avec les autres entreprises. Et juste pour répondre au monsieur, à Christian, ce qui est difficile, par exemple, nous, on voit, ce sont des actions qu'on mène assez proches. Dès que c'est à l'international, c'est quand même beaucoup plus difficile pour nous de matérialiser le résultat. Et voilà, bon, nos équipes sont allées au musée, mais quand il y a quand même déjà une défiance, bon, on se souvient tous, alors c'est un cas extrême, quand il y avait eu Arc, les scandales, quand vous savez, quand il y a de l'argent qui est donné, on a du mal à savoir où ça va. Et le fait de soutenir des lieux culturels ou autres proches de nous, c'est quand même beaucoup plus aisé pour des entreprises de notre taille, en tout cas. Contrairement à Pierre Castel qui peut aller, enfin voilà, comme dit Madame Attuil, sur place, matérialiser ce qui est fait et le suivre surtout. Pour des PME comme nous, c'est un petit peu plus délicat, et c'est pas qu'il n'y a pas d'intérêt ou autre, mais c'est plus délicat à gérer pour notre taille. Est-ce que Mathieu, vous voulez réagir à la question du collectif? Vous pouvez me reposer la question? Je suis en train de lire les questions dans le chat, du coup, je ne sais plus quelle est la question initiale. C'était sur les actions collectives. Est-ce que c'est quelque chose sur lesquelles vous pourriez envisager de vous tourner, ou est-ce que pour l'instant, vous êtes surtout sur une approche individuelle de votre mécénat? Pour l'instant, c'est surtout une approche individuelle, mais effectivement, c'est quelque chose sur lequel on pourrait se tourner. Voilà, c'est pas quelque chose qui nous vient à l'esprit naturellement. On reste sur des petits projets plus individuels, mais oui, on pourrait le faire, et on n'est pas du tout fermé à ce genre de choses. Je vois dans le chat, en effet, qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Quels sont les conseils pour démarrer une démarche de création de fonds de dotation ou autre forme, ou pour devenir mécène? Comment on se lance? Juste, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de se lancer tout de suite dans la création d'un fonds de dotation ou d'une fondation. On peut commencer petit. On n'a pas besoin de créer un véhicule juridique tout de suite. C'est d'ailleurs peut-être mieux au début de faire des petits tests, des petits montants au début, pour voir ensuite comment se lancer. Est-ce que d'autres intervenants veulent réagir sur comment on peut faire pour se lancer dans le mécénat et ensuite peut-être créer des fonds de dotation, des fondations, des véhicules juridiques? Oui, je pourrais dire. Alors, autant réagir sur comment on se lance, en tout cas, dans une première action. Se lancer dans une fondation, ça me paraît être vraiment la deuxième, voire la troisième étape. Oui, faire un don, c'est presque aussi simple que le faire en tant que particulier. C'est très facile. Choisir son projet, un projet qui nous convient, et puis faire un virement, et ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Une fondation, c'est quelque chose quand même qui a beaucoup plus d'impact, qui nécessite une grosse structure. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit adapté à une petite société. Donc voilà, c'est vraiment, à mon sens, réservé aux très grosses structures.
Béatrice, peut-être que vous voulez réagir sur la question des fonds de dotation ou des fondations, comment ça se passe quand on veut se lancer dans une démarche comme ça? Oui. Alors, je comprends ce que dit Mathieu, mais heureusement que les fondations, ce n'est pas uniquement pour les grosses structures. Après, il faut une surface financière qu'on n'a pas, forcément, mais ce sont, et c'est valable bien évidemment pour les fonds de dotation aussi, ce sont des outils qui sont très agiles hein, sur un territoire très plastique. Donc, c'est pour ça aussi que les actions dont on a parlé peuvent très vite s'adapter à une situation. On est des structures où on peut collecter rapidement et prendre des décisions rapidement. Moi, je pense que de toute façon, quel que soit le véhicule choisi, et pourquoi pas aussi le simple don, c'est à un moment donné, ce que disait Yannick Roch, hein, c'est des rencontres avec des personnes, des sujets bien sûr, mais à un moment donné, ça va s'incarner différemment et on a envie de travailler avec cette personne, on a cette vision de la thématique du territoire, on se sent bien dans cette relation, donc on reste quand même toujours dans des relations humaines. Et après, que ce soit effectivement avec une dotation différente, hein, en créant un fonds de dotation ou une fondation, voire une fondation abritée à la Fondation de France, voilà, c'est aussi des possibilités. Et heureusement que ce sont parfois des petites PME ou même des TPE qui peuvent créer leur fondation. Concernant la Fondation de France et la Fondation abritée, c'est 40 000 euros défiscalisés donc, hein, par an pendant 5 ans. Donc 200 000 euros et 40 000 euros. Donc parfois, on a des collectifs d'entreprises aussi. On parlait de Poitou-Charentes, Marion, mais à La Rochelle, par exemple, il y a la Fondation Fiers de nos quartiers, où des petits commerçants et des petits artisans se sont mis ensemble pour aider les jeunes de leur quartier. C'était sur un quartier prioritaire. Maintenant, c'est tous les quartiers prioritaires de La Rochelle. Donc, on peut commencer petit, on peut s'agrandir. Ce sont des outils souples qui peuvent évoluer dans le temps et on peut se mettre à plusieurs. Et moi, je crois que c'est toujours intéressant à l'échelle d'un territoire d'avoir cette démarche. Justement, moi, je rejoins... Pardon. Non, je rejoins tout à fait l'avis de Béatrice. Effectivement, on peut commencer petit, entre guillemets, et aider d'autres associations. Ou alors, on peut effectivement devenir acteur en créant son outil philanthropique. Mais vous avez la Fondation abritée, effectivement, où, par exemple, sous la Fondation de France, où la Fondation de France va quand même vous assister. Vous pourrez vraiment vous concentrer sur votre projet. Ou encore un fonds de dotation, vous aurez un peu plus d'indépendance. Mais aujourd'hui, fondation ou fonds de dotation sont des outils juridiques assez faciles, entre guillemets, à mettre en place. Étant précisé que le fonds de dotation, il y a une mise de départ de 15 000 euros. Mais ensuite, c'est assez facile d'utilisation et de création. On nous demande un peu aussi pour les acteurs publics, comment ça peut se passer. Est-ce que vous avez vu des acteurs publics se tourner vers vous pour créer des outils juridiques? Peut-être Maëva ou Béatrice. Ouais. Alors, pour ma part, oui. La seule limite, c'est qu'effectivement, un fonds de dotation ne peut pas recevoir de subventions publiques, hein, sauf exception. Mais on assiste souvent à la création de fonds de dotation par des acteurs publics qui s'associent à des acteurs privés pour les créer. Donc oui, c'est possible en s'associant à des acteurs privés. C'est le cas de... Pardon d'intervenir, mais on a, dans le cadre du fonds de dotation Pierre Castel, nous bénéficions d'acteurs publics en dotation, puisque nous avons, dans le cadre de la chaire, justement, bénéficié du programme d'appui de la DESFA, soutenu par le ministère des Affaires européennes et étrangères. Donc, en tout cas, le fonds de dotation, je vous rejoins, et je trouve qu'il est une structure vraiment légère, vraiment agile. Il y avait 15 000 euros effectivement au début, et après, un commissaire aux comptes à la fin, et c'est tout. J'ai envie de dire, les décisions sont pas d'assemblée générale. Quasiment rien, non, mais très peu. Non, c'est ça, on a un conseil d'administration qu'on tient. Nous, on a décidé de le mettre 3 fois par an. Ça reste très léger et très facile d'utilisation. Stéphanie, tu voulais compléter? Oui, pour témoigner, effectivement, nous, Bordeaux Mécènes Solidaires, au départ, c'était une initiative de la collectivité, de la ville de Bordeaux, de son centre communal d'action sociale et du crédit municipal, qui sont toujours présents dans notre conseil d'administration. Mais aujourd'hui, ils ont 6 places sur 14. Les 8 autres sont représentants de la société civile et surtout des entreprises et des mécènes. Moi, je trouve passionnant ce travailler ensemble, public, privé, société civile, parce que c'est des visions et des cultures très différentes.
c'est des apports qui sont hyper enrichissants. Enfin, je rejoins complètement ce que dit Béatrice, hein, sur les alliances. Et dès lors qu'on met tout le monde autour de la table, tourné vers un objectif commun, il y a une puissance qui se dégage et qui est vraiment intéressante. Beaucoup de collectivités et d'acteurs publics créent soit des missions mécénat en propre. Je pense que c'est souvent aussi une très bonne solution, c'est-à-dire que plus l'objet à soutenir est interne à la collectivité et plus une mission mécénat en interne à la collectivité est pertinente, et plus l'objet, la mission sociale est externe, et plus c'est intéressant d'aller plutôt créer des dynamiques d'alliance et donc des outils extérieurs. Le fonds de dotation, effectivement, il est très agile, très facile. Il permet aussi de créer, nous on a des comités de pilotage thématiques, voire maintenant territoriaux avec la ruralité. Ça nous permet justement d'additionner des forces vives, des connaissances et des cerveaux et des réseaux. Et ça, c'est très intéressant. Et on voit qu'il y a beaucoup de dynamique. Un des beaux exemples aussi, c'est la Fondation de Lille, qui est née aussi de la mairie, mais qui est aujourd'hui une fondation reconnue d'utilité publique, qui agit sur l'ensemble de la région et aussi avec des actions à l'international. Ils ont pu développer ça avec une dynamique de levée de fonds sur la région pour nourrir les urgences internationales. Je trouve que c'est vraiment des dynamiques intéressantes et on en voit fleurir un peu partout avec cette idée de fondation territoriale qui se développe en France, parce qu'on a pas mal de retard en la matière par rapport à nos grands voisins canadiens, américains, mais aussi à nos voisins directs tels que l'Allemagne ou l'Angleterre. Et je compléterai ce qui vient d'être dit par la notion du mécénat, comme l'ont dit beaucoup de témoignages auxquels qu'on vient d'écouter. Avant tout, la première question, je pense, à se poser, c'est celle du sens. L'engagement du mécénat, c'est qu'est-ce qui fait sens pour vous, qu'est-ce qui donne du sens, qu'est-ce qui crée cette envie d'agir. Les témoignages de Yannick et de Mathieu étaient vraiment appuyés sur ça. Avant tout, avant de se poser la question du véhicule, c'est vraiment trouver qu'est-ce qui fait sens et aller explorer tous les acteurs. On est déjà un territoire très, très riche. On l'a cité en début de cette présentation, mais vous avez des acteurs de l'ADMICAL, l'AFF, la Fondation de France, BMS et tous ces acteurs qui connaissent déjà bien toutes les mécaniques, qui peuvent vous permettre déjà d'aller chercher ce sens avant d'aller chercher le véhicule et après d'aller se professionnaliser dans la démarche de mécénat. Donc il y a vraiment ce premier départ de cette question de sens et de cette finalité. Merci beaucoup à tous. On approche doucement de la fin de cette rencontre. Est-ce que l'un de nos intervenants veut donner un dernier mot avant qu'on conclue, peut-être sur cette question du sens ou du territoire? Alors, on va conclure doucement. Alors, merci beaucoup à tous, tous les participants. Et vous étiez plus de 70 connectés aujourd'hui, donc on est très content d'avoir pu créer ce temps d'échange. Merci beaucoup aussi à tous les intervenants pour ces témoignages vraiment très intéressants. On a entendu des mots super fédérateurs, motivants dans cette période un peu difficile. Ça fait du bien d'entendre le sens, l'éthique, la vocation, la motivation, le collectif, le territoire, tous ces mots qui parlent bien du mécénat. Merci à tous pour ces échanges riches. Alors, on espère, nous, pouvoir organiser un prochain rendez-vous en vrai, en étant tous ensemble, si on le peut, peut-être au deuxième semestre, ça ira mieux. On espère qu'on pourra se revoir en vrai. En attendant, évidemment, on vous souhaite de tenir tous le coup pendant cette période qui s'annonce encore un peu difficile pour nous tous. Pour les porteurs de projets qui nous écoutent, sachez qu'on a des outils à ADMICAL qui peuvent peut-être vous aider dans vos projets de levée de fonds, des formations, un e-répertoire des mécènes. Et puis pour les entrepreneurs qui seraient là et qui nous écoutent et qui voudraient aussi se lancer, sachez qu'on est à votre écoute. On peut vous aider à en effet trouver les premiers leviers pour vous lancer dans des actions de mécénat. Et puis j'en profite pour remercier encore une fois Maëva, Fabienne et puis tout le réseau des délégués régionaux qui prolongent les missions d'ADMICAL en région. On va vous remettre les coordonnées de Fabienne, qui est votre interlocutrice en Gironde. Sachez qu'il y a aussi Laure Matoulin et Marianne Guillot qui sont en Poitou-Charentes et qui vont bientôt organiser une restitution à La Rochelle le 23 février, où notamment la Fondation Fiers de nos quartiers devrait témoigner. Et puis Maëva et Anne devraient organiser aussi une restitution plutôt dans le Pays Basque un peu plus tard dans l'année. Donc
voilà, ces restitutions, on va en faire plusieurs un peu partout en France. L'idée, c'est de continuer à faire connaître le mécénat, faire grandir le mécénat dans les territoires et puis donner la parole à ces acteurs qui font le mécénat un peu partout en France. Et merci encore à tous les intervenants d'avoir bien voulu témoigner aujourd'hui. Fabienne, je vais te redonner le mot de la fin et puis je vous passe les slides pour les coordonnées. Sachez qu'on enverra à tout le monde la présentation qui a été faite aujourd'hui et donc vous aurez bien sûr les coordonnées de tout le monde. Merci. Pas grand-chose à rajouter de mon côté, sauf vous remercier à tous. Merci d'avoir accepté de parler mécénat, parce que c'est en parlant tous ensemble qu'on va enrichir le territoire. Je retiendrai 2 idées fortes, cette notion de mécénat territorial avec chacun sa définition de territoire, mais cette notion d'impact sur les territoires sur lesquels nous sommes et sur lesquels nous voulons agir. Je retiens aussi la notion de ce sens, ce mécénat de conviction qui a été cité, ce mécénat qui fait sens. Et surtout l'idée du fait que le mécénat n'est pas qu'une histoire de reçu fiscal. Et je terminerai sur la notion de partenariat. Ce qu'on voulait aussi vous démontrer aujourd'hui, c'est qu'en Nouvelle-Aquitaine, tous les acteurs travaillent ensemble et collaborent pour que le mécénat se développe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous aviez aussi bien l'ADMICAL que l'AFF, la Fondation de France, Pro Bono. Vous avez tout le monde autour de la table parce que notre démarche, et je sais qu'il y a des experts comptables qui sont là. Voilà, il y a beaucoup de monde connecté. Le Club des entreprises de Bordeaux qui met en place un club des mécènes. C'était vraiment le message qu'a cité Béatrice. C'est en collaborant et en coopérant tous et en parlant mécénat tous, comme ça a été fait aujourd'hui, qu'on va arriver à, je pense, à mieux vivre et à enrichir les éléments qu'on a à passer. Donc, merci à vous tous pour tout ce qui a été dit et à tous ceux qui ont pu assister à cette conférence aujourd'hui. Merci à tous, c'était chouette de pouvoir démarrer la journée tous ensemble et puis on vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt pour de nouveaux événements mécénat. Au revoir à tous. Au revoir.